Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour parler de 3 films qui sont sortis en cette première moitié du mois de novembre. Et on commence tout de suite par un film extrêmement attendu, la suite d'un film culte que tout le monde attendait, à savoir Gladiator 2 de Ridley Scott. To restore order, I must have power. Everything is forgotten in time. Empires fall, so do emperors. This is war! Real war! The odds are against you. The odds are always against me. Des années après avoir assisté à la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est forcé d'entrer dans le Colisée lorsque son pays est conquis par les empereurs tyranniques qui gouvernent désormais Rome d'une main de fer. La rage au cœur et l'avenir de l'Empire en jeu, Lucius doit se tourner vers son passé pour trouver la force et l'honneur de rendre la gloire de Rome à son peuple. Alors c'est un film qu'on attendait mais qui pouvait aussi faire peur dans le sens où en vrai, une suite à Gladiator, c'était absolument pas nécessaire. Je veux dire, le film est déjà. Enfin, c'est un film culte qui a un statut qui se suffit à lui-même, hein, très clairement. Voilà, Gladiator, c'est un film, moi, personnellement, que j'ai découvert au cinéma, que j'ai découvert au Max Linder. Donc, pour les gens qui écoutent ce podcast, vous savez à quel point le Max Linder m'est cher et en fait, à quel point pour moi, c'est la meilleure façon de découvrir un film concrètement. J'ai vu tellement de films que je considère comme des chefs-d'œuvre là-bas. J'ai vu Gladiator, j'ai vu Les Demoiselles de Rochefort, j'ai vu 2001 l'Odyssée de l'espace. Enfin, c'est voilà une salle qui fait beaucoup en plus de rétrospective et qui du coup bref est exceptionnelle. Et donc du coup à l'occasion de la sortie de Napoléon de Ridley Scott, il y a eu une rétrospective sur sa filmographie et passait Gladiator. Donc du coup je voulais le voir, ça tombe bien, donc j'en ai profité et je me suis mangé une méga claque. C'est à dire que moi le début de Gladiator je le trouve un petit peu long, c'est à dire que le temps que ça arrive à Rome on s'emmerde un petit peu. Par contre, une fois que c'est à Rome, je trouve que c'est exceptionnel de A à Z et que à aucun moment en fait on s'ennuie. Et enfin, juste tout ce qui est déroulé après, je trouve ça exceptionnel, même en termes d'émotion, en termes de musique. Enfin voilà, moi c'est des choses qui m'ont extrêmement marqué dans ce film. Surtout que c'est Hans Zimmer et c'est vrai que moi j'ai tendance à être très critique sur les dernières années là, de la musique d'Hans Zimmer. Pour le coup, là vraiment le travail sur Gladiator, puis de toute façon Hans Zimmer début des années 2000, pour le coup c'était très bon. Et donc voilà, bref, donc du coup, moi j'ai ce souvenir-là de Gladiator et je me dis pourquoi un deuxième film, comme je pense à peu près tout le monde. Et on se dit pourquoi pas, parce qu'en vrai, Ridley Scott, c'est un mec qui, bon, a des projets qui peuvent être un petit peu. Comment dire, pas controversés, mais on a tendance à se demander, ok, est-ce que c'est une bonne idée? C'est-à-dire que voilà, il avait fait notamment, je pense à Prometheus que j'avais vu, qui était très bien. Je pense à Covenant que je n'ai pas vu, Alien Covenant. Et donc ouais, c'est des projets où il a beaucoup été critiqué, que ce soit Prometheus ou Covenant, même s'il y en a qui trouvent ça très bien, voilà, dont moi pour Prometheus. Et en fait, c'est un réalisateur ces dernières années qui a été en fait capable du pire comme du meilleur. Enfin, je veux dire, on a eu en l'espace d'un mois, hein, juste, on a eu Le Dernier Duel, qui était un des meilleurs films de 2021, et House of Gucci, qui était un des pires. Donc franchement, c'est. Voilà. Et puis après, il y a eu Napoléon, qui était très mid. Donc en fait, on sait pas trop où se positionner. Enfin, c'est un projet qui, en fait, Gladiator 2 fait autant peur qu'il attire. Et donc, du coup, j'ai été le voir. En vrai, j'avoue, je m'attendais à pas aimer. Mais pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment. Enfin, en vrai, voilà, c'était une très bonne idée de faire ce film. Je le dis de maintenant. Je suis content que Ridley Scott ait fait une suite à Gladiator, même si elle n'était pas essentielle. Alors, on parlera de l'intrigue après, parce que bon, pour moi, il y a des choses qui sont pas nécessaires dans les choix scénaristiques. Mais non, en tout cas, c'est un film qui se justifie. En fait, c'est ça qui est important, dans le sens où il y a un film dont je vous ai pas parlé dans l'épisode d'octobre, c'est Joker Folie à 2. Joker Folie à 2, on sent que, mais il y a aucun intérêt dans l'histoire, mais je veux dire, le procès, enfin, en fait ça se perd entre tant d'intrigues, le procès du film, on s'en tape, enfin il y a l'intrigue avec Lady Gaga qui est trop mal écrite et son personnage est trop mal écrit, enfin bref, en fait l'histoire tient pas la route et elle est pas intéressante, et enfin c'est vraiment, on sent que c'est la suite pour faire la suite. Là on est quand même 24 ans après le premier film, et pour le coup je trouve que si le film déjà fonctionne autant, c'est parce que son histoire est super intéressante. En vrai on nous plonge juste dans une époque différente de Rome, dans des conditions qui sont pas pareilles, parce que franchement
Commodus, c'est pas Geta et Caracalla. Donc voilà, c'est pas les mêmes conditions. Il y a quand même un brin de folie chez les deux qu'il y a dans Gladiator 2, et enfin en plus de la tyrannie. On n'est pas exactement dans le même contexte, mais il y a toujours ce truc de il faut sauver Rome d'un en l'occurrence deux dirigeants tyranniques. Et voilà, donc il y a aussi de ça. Donc bon, il y a cette histoire-là, mais je trouve que l'histoire derrière est top, parce que en fait là on a un personnage qui a vu en fait ce que ça pouvait faire justement d'être héros à Rome. Il y a un moment dans la bande-annonce où Paul Mescal dit c'est comme ça qu'on traite les héros à Rome, et en fait il sait ce que ça fait parce qu'il l'a vécu enfant. Il a dû vivre et s'exiler, et vivre en dehors de Rome, justement parce qu'il a vu ce que ça pouvait faire, et puis bon, c'est le seul héritier légitime au trône, donc ça pouvait menacer sa vie. Donc voilà, on a un personnage qui est déjà exposé à ça, là où Maximus, c'est vrai que je vais pas dire que ça sort de nulle part dans Gladiator, mais quand même la trahison est pas, enfin bon, il la voit pas venir, quoi. C'est quand même un général de guerre extrêmement réputé, enfin voilà, qui est vraiment héros de Rome et tout. Donc elle sort pas de nulle part, mais c'est pas non plus, voilà, il sait pas non plus ce que ça fait, comme Paul Mescal, enfin Lucius le sait dans Gladiator 2. Donc déjà il y a ça, et puis après il y a plein de personnages différents en fait. Enfin je veux dire, il y a l'intelligence de faire revenir un petit peu, enfin on fait revenir Connie Nielsen, donc Lucilla, qui ensuite est avec le personnage de Pedro Pascal, donc Acacius, et en même temps on va mettre une nouvelle diversité de personnages, hein. Je pense à Denzel Washington, à Macrinus, qui pour le coup j'ai vu que ça avait fait extrêmement parler, mais bon, enfin dans un monde où l'extrême droite et le fascisme sont croissants, le fait d'avoir un personnage noir, évidemment ça fait parler, sauf qu'en fait on s'en tape. Voilà. Mais ce qui est intéressant du coup avec son personnage, c'est que c'est un personnage qui en fait fait preuve d'opportunisme et surtout de stratégie politique pour gravir les échelons et pour essayer de s'emparer du pouvoir, là où effectivement dans Gladiator, Joaquin Phoenix en commode est déjà en place en fait concrètement. Et là il y a vraiment ce personnage en fait qui est tout de suite très ambivalent, qui vient comploter dans le dos, qui voilà, on le sent un petit peu stratège, un petit peu opportuniste, et puis il a ce poste stratégique en fait, hein, puisque il est un petit peu, si vous voulez, c'est un petit peu un impresario pour les gladiators, c'est-à-dire qu'il recrute des gladiators qu'il envoie après se battre dans l'arène. Donc du coup il est en contact avec l'empereur, enfin les empereurs et tout, donc c'est un poste qui serait très stratégique, il utilise ça, donc enfin voilà, il y a pas mal de choses très intéressantes dans le développement de son personnage et dans l'histoire. Et surtout ce qui est intéressant, c'est que alors Maximus il est dans une logique de venger aussi un petit peu sa famille, hein, très clairement, mais il veut aussi faire tomber Commodus et restaurer, rendre sa grandeur à Rome. Là franchement dans un premier temps, Lucius c'est que personnel, il est pas du tout dans le truc de se dire je vais rendre la grandeur de Rome à Rome. Pour le coup il veut juste vraiment venger sa femme. Et je trouve que après c'est bon, je trouve que c'est pas très bien fait la manière dont il y a le switch entre je ne pense qu'à moi, qu'à mon histoire, et ensuite je vois un but qui est plus grand que moi et j'essaye d'aider Rome. Je trouve que la transition est très brutale et que ça se passe beaucoup trop vite, mais voilà, je pense que ça aurait pu être gagné à être creusé un petit peu plus, comment on passe d'un rejet de l'héritage, en plus là pour le coup c'est un commentaire de la suite sur son original, quoi, un rejet de l'héritage du premier pour ensuite l'accepter, en faire quelque chose d'autre, même si voilà on en reprend les symboles, je trouve que ça c'est dommage, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir un personnage qui pour le coup était pas trop là-dedans et qui visait plus ses intérêts personnels. Ça apportait quelque chose de différent, je trouve. Et puis Gladiator, si on regarde Gladiator, c'est aussi pour les scènes d'action. Alors je parlerai pas forcément de la scène d'action du début qui moi est pas du tout ma préférée. Je trouve que les effets visuels sont pas jolis, hein, très clairement. C'est un peu comme ça son Napoléon aussi. Sauf sur certains trucs, genre je pense au rhinocéros que j'ai trouvé vraiment pas mal. Puis après c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'inventivité en fait, parce que techniquement ça pourrait être totalement la même chose, hein. C'est juste des jeux dans l'arène comme le premier, ça pourrait être la même chose, sauf qu'en fait ça va tellement plus loin. Il y a ce truc avec le rhinocéros, il y a le truc avec les bateaux et les requins, et puis à la fin il y a vraiment ce truc de on reste pas cloîtré dans le Colisée, ça s'ouvre, et puis en fait là on a conscience que c'est autre chose, que c'est grand, qu'on parle de Rome en général, et donc en fait non, c'est un film qui aurait pu tomber vraiment dans un piège de faire comme le premier, mais juste en
Ouais, je sais pas, en ramenant plein de personnages, en essayant de tomber dans la nostalgie et tout. Et enfin, pour moi, si le film marche, encore une fois, c'est parce qu'il fait l'effort de créer une histoire à lui, créer une histoire qui lui est propre, de juste pas tomber dans la nostalgie qu'on connaît de partout sur plein de films, sur plein de sagas. Et pour le coup, le fait qu'il y ait vraiment un personnage marquant, j'ai envie de dire, qui revienne avec Connie Nielsen. Je dis un personnage marquant parce qu'il y a Gracchus qui revient notamment, mais bon, on le voit pas énormément. Enfin, pour le coup, on le voit plus dans le premier. Donc ouais, non, il y a quelques têtes qui reviennent. Il y a des flashbacks du premier, etc. Que je trouve un petit peu dispensables, mais je pense que on a pensé aux gens qui n'ont pas vu le premier et qui seraient allés voir le deuxième. Mais bon, pour moi, c'était dispensable. Mais donc du coup, il n'y a pas vraiment la volonté de jouer sur la nostalgie, de jouer sur le passé, même si, enfin, on en parle parce que l'héritage de Maximus, voilà, dans le film est énorme. On en parle, mais pour moi, c'est vraiment une histoire et en plus qui est incarnée par un Paul Mescal exceptionnel et qui fait que c'est vraiment quelque chose qui devient propre à son personnage. Et j'avoue que moi, Paul Mescal, c'est un acteur pour le coup que je connais comme beaucoup de gens, notamment grâce à Aftersun, hein, pour le coup, que j'avais vu après dans All of Us Strangers, Sans jamais nous connaître, voilà, qui était pas mal. Même dans Carmen, il était très cool. Enfin bref, c'est un acteur, à chaque fois que je le vois, je me dis franchement, c'est un bon acteur que je prends vraiment plaisir à le voir. Mais j'avoue que j'ai pas. Comment dire? J'ai découvert une autre facette de lui en fait avec ce film. Parce que, je sais pas, moi il m'a étonné Paul Mescal dans ce film. Je ne le savais pas capable de jouer un personnage comme ça, de porter un film comme ça. Je veux pas dire de faire oublier Russell Crowe, parce que bon, l'interprétation de Russell Crowe dans Gladiator, c'est quelque chose. Mais il est à la hauteur. Il est à la hauteur et j'ai pas l'impression de voir le Paul Mescal que je connais dans Sans jamais nous connaître, dans Aftersun, tout ça. J'ai pas l'impression de voir ce Paul Mescal là. Et j'ai vraiment l'impression de voir un personnage devant moi. Et ça, pour le coup, moi j'ai beaucoup de tendance en ce moment à trouver que les acteurs qui ont une certaine réputation, qui commencent à être connus, on n'arrive plus à voir des personnages, on voit les acteurs. Et pour le coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé en fait le fait que ça fasse ça pour Paul Mescal. Et voilà, en fait, j'ai juste été extrêmement surpris de sa performance. Là où, bon, Pedro Pascal, c'est un peu. Je dis pas que c'est une mauvaise performance, elle est un peu plus quelconque, je trouve. Mais donc, ouais, pour le coup, chapeau, parce que moi, ça m'a vraiment étonné. Et pour le coup, c'est vraiment une confirmation, je pense. Parce qu'on le voyait un petit peu dans des rôles, comment dire, un petit peu dans du ciné indé, avec une certaine sensibilité, je dirais, voilà, dans ses personnages. Et là, il est dans un truc beaucoup plus, je vais pas dire brutal, mais beaucoup plus assumé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus frontal. Et il s'en sort à merveille. Et voilà, pour le coup, ça m'a beaucoup étonné. Et si le film fonctionne aussi bien aussi, et si l'intrigue est aussi prenante, c'est parce qu'il y a le duo entre lui et Denzel Washington qui fonctionne incroyablement bien et que les deux jouent super bien. Donc franchement, de ce point de vue là, c'est vrai qu'un petit peu plus déçu de Pedro Pascal, sans dire qu'il joue mal, mais donc ouais, pour le coup, voilà, très impressionné par ces deux performances, et en particulier par Paul Mescal, très clairement. Donc ouais, pour le coup, je suis assez critique avec les suites, surtout les suites qui sont pas forcément nécessaires, et où en fait, quand on voit le premier, on se dit bon ça suffit quoi. Mais en fait, à partir du moment où il y a une histoire qui se tient, qui est intéressante, qui est réfléchie, où on n'est pas tellement dans la nostalgie, où on parle des événements du premier film, mais voilà, le film, il y a une existence propre. En fait, là où ça aurait été chiant, ça aurait été juste si, en gros, bon, il se serait dit, je vais faire comme Maximus et vas-y, je vais délivrer Rome et machin. Là, pour le coup, c'est vrai que ça aurait été un film qui m'a vraiment intéressé. Mais là, il a un motif personnel, donc c'est un personnage qui existe, qui a une caractérisation propre, donc ça va. À partir du moment où il y a des scènes d'action qui sont bien réalisées, où vraiment la plupart des scènes d'action sont mieux réalisées que le premier, même dans les combats et tout, enfin, pour le coup, voilà, je trouve qu'il y a moins d'émotions, ça m'a moins impacté. Par contre, en termes de mise en scène et de réalisation pure, je trouve que c'est mieux. Donc ouais, à partir du moment où on est là-dedans, où enfin voilà, il y a un film qui a de vraies qualités, qui vaut le coup à partir de son histoire. Je ne vois pas pourquoi je serais dur avec ce film. On passe un excellent moment devant Gladiator 2 et encore une fois, bravo Ridley Scott. Ça ne vaut pas le premier qui, à mon sens, est un chef-d'œuvre. Et voilà, bon, il y a quelques musiques qui sont reprises dans le 2, notamment Now We Are Free. J'aurais aimé qu'il y en ait d'autres. Moi, je suis un grand fan de The Battle du premier. Donc je trouve ça dommage que ça l'ait pas repris dans le 2. Mais bref, à partir du moment où il y a tous ces éléments-là, j'ai envie de dire pourquoi est-ce qu'on serait des cons et est-ce qu'on serait dur avec ce film alors qu'en fait, c'est un film qui fonctionne et qu'on prend plaisir à regarder.
Donc pour le coup, Gladiator 2, pour moi, c'est un grand oui. Allez, on va passer au deuxième film du jour, qui est un film également réalisé par un réalisateur hollywoodien qui ne se fait plus tout jeune, mais qui a quand même une réputation assez incroyable, puisqu'on va parler de Here de Robert Zemeckis. I could spend the rest of my life here. This was our home. We lived here. À travers les âges et les époques, hommes et femmes défilent dans un lieu unique sur 3 générations. En défiant le temps, ce lieu sera le témoin unique de l'évolution de l'humanité et deviendra le théâtre de vie entremêlée d'histoires d'amour, de conflits et de découvertes. Alors, c'est un film qui est fait donc avec globalement l'équipe de Forrest Gump pour le coup, voilà, qui bon, fait quelque chose en plus qui parle du temps, qui en fait, pour vous expliquer un petit peu le principe et le procédé du film, fait comme si en fait dès le début de l'humanité, on avait posé une caméra à un endroit. Et en fait, cette caméra n'a jamais bougé. C'est-à-dire qu'on a construit une maison, etc. et tout, donc la caméra reste dans la maison. Mais c'est le même endroit, c'est le même point de vue, ça ne bouge pas. Donc c'est un film qui est fait uniquement en plan fixe, et en plan fixe qui est filmé du même endroit, du même point de vue. Voilà. Donc là-dessus, pour le coup, moi ça m'a fait un petit peu peur, parce que je me dis, bon, film de vieux réalisateur hollywoodien qui a l'air un petit peu en manque d'inspiration sur ces dernières années, surtout un film concept qui, pour le coup, des fois peuvent être très, comment dire, décevants, parce que, enfin, on se concentre sur le concept, et en vrai, il n'y a pas beaucoup de... Et comment dire, il n'y a pas beaucoup d'histoire, d'inventivité, de propos en fait. Donc pour le coup, ça peut être un petit peu décevant et différent de ce qu'on attend. Donc voilà, et j'y allais un petit peu. Bon, au début, je me suis dit, est-ce que je vais y aller ? Ensuite, le film est sorti, j'ai vu les retours et je me suis dit, putain, c'est étonnamment bon, très clairement. Je comprenais pas trop, enfin tout le monde était en mode c'est très très bien, c'est très touchant, c'est très bien écrit, et je me suis dit ok. Et vu ce que tout le monde disait, en fait, enfin moi, déjà de ma personne, de qui je suis, je me suis dit c'est un film qui a tout pour me toucher, c'est un film qui a tout pour me bouleverser, c'est un film devant lequel je peux passer 1h45 à chialer, très clairement, et encore plus avec moi, ce qui me touche en ce moment, avec voilà, mes préoccupations du moment, avec mes insécurités mentales aussi, sans rentrer dans les détails, mais enfin tout ce qui est déjà en général, hein, tout ce qui est à propos sur le temps qui passe, sur la mort, sur le vieillissement et tout, c'est un truc qui me trigger, mais énormément, et qui peut me faire pleurer. Moi, un de mes films préférés, c'est A Ghost Story, et donc en fait, ouais, j'avoue que en entendant le pitch, je me suis dit, oh là, j'espère que ça va pas être un sous A Ghost Story, parce que A Ghost Story, c'est quand même exceptionnel, quoi. Et c'est un film, A Ghost Story, qui m'a fait faire des crises d'angoisse, très clairement, quand je l'ai vu, parce qu'il y a certaines discussions, moi, qui me mettent à terre dans ce film, même si on n'a pas beaucoup, hein, justement, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, mais quand il y en a, ça me tape, mais dans tous les sens. et donc, ouais, je veux dire, moi, A Ghost Story, pardon, a ce truc-là de me faire des crises d'angoisse, de me mettre mal, mais au moins, c'est un chef-d'œuvre, c'est un film incroyable. C'est un film qui, justement, en ne mettant pas beaucoup de dialogue et en restant juste dans de la vibe, dans du silence, dans une atmosphère, arrive à en dire énormément, qui a été fait avec 2 francs 6 sous, 100 000 $. Voilà, et donc moi j'ai ce film-là en tête, et du coup il y a le Zemeckis qui a un petit peu la vocation de faire un petit peu le même propos, sans parler du deuil, enfin en tout cas pas de la même manière que Ghost Story, mais sinon qui a la vocation de parler d'un petit peu la même chose, avec un budget de 50 millions, donc c'est nettement au-dessus, c'est démentiel comparé au budget de Ghost Story. Et en plus on a la petite spécialité, enfin la spécialité, j'ai envie de dire la marque de fabrique un petit peu de Zemeckis ces derniers temps, ce qui est l'expérimentation numérique, où on a un rajeunissement de notamment Tom Hanks et Robin Wright, et pour le coup je trouve que c'est très bien fait. Je suis étonné de dire ça, mais pour le coup je le trouve vraiment pas mal, très réussi sur les deux acteurs, très clairement, enfin sur l'acteur et l'actrice, sur Tom Hanks et Robin Wright. Je trouve que c'est extrêmement bien réussi, et j'en ai été le premier étonné. Bref, maintenant là-dessus, je vous parlais de Ghost Story. Je trouve que, sans dire que c'est un sous Ghost Story, parce que c'est des films qui n'ont absolument aucun rapport dans leur traitement, dans leur mise en scène, enfin bref, c'est des films
complètement différent. Donc sans dire que c'est un sous Ghost Story, c'est quand même un film qui fait moins bien, j'ai envie de dire, ce que A Ghost Story faisait très très bien. Tout ce que veut développer le film dans son propos, je trouve que A Ghost Story le fait mieux. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment... Alors, la fin est ok. La fin, vraiment, sur le coup, j'ai fait... D'accord, tu nous emmènes là-dessus. Les 25 dernières minutes sont très... Comment dire? Compliquées. C'est très émotif, c'est très... Enfin, faut être accroché, quoi, concrètement. Mais donc, ouais, à part ça, sur l'heure 15, l'heure 20 auparavant, dans le film, je trouve qu'on s'emmerde, mais tellement. Je trouve qu'il y a un enchaînement de trucs. Et en fait, c'est ça, comment dire? Je trouve que le film est dans un paradoxe. Je trouve que c'est un film qui veut montrer la beauté des moments quotidiens, veut montrer pardon, la beauté des moments entre guillemets banaux d'une vie, quoi, juste des moments comme ça où bah, vous êtes avec votre famille, vous discutez, etc. Juste la beauté des moments simples, et c'est quelque chose qui moi qui d'habitude me touche énormément, et même dans mon écriture, dans les choses que j'écris, j'essaye de transmettre ça aussi. Mais là, je trouve que c'est paradoxal parce que du coup, il veut montrer des moments simples qui du coup en deviennent beaux, sauf qu'en fait, il veut tellement que ça en devienne beau qu'il ne les montre plus comme des moments simples, mais il essaye d'en faire des moments pour moi qui se veulent hors du commun. Enfin, il essaye vraiment de sublimer ces moments, je trouve, au lieu juste de les laisser tels quels. Enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu et c'est mon avis là-dessus. Mais en fait, ça en devient contre-productif. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est comme si lui-même ne croyait pas en sa propre démarche, ou trop d'ailleurs, voilà, trop. C'est comme si justement il nous montrait tous ces moments de vie et que lui-même les trouvait tellement exceptionnels, tellement beaux, tellement magnifiques qu'il avait besoin de nous montrer à quel point il les trouvait beaux et exceptionnels et magnifiques. Sauf qu'en fait il n'y avait pas besoin du tout parce que enfin voilà quoi, ça suffit. Et en fait du coup la volonté justement de faire de chaque moment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de dingue et de magnifique, alors que bah, ça l'est déjà de base, fait qu'en fait tout devient un non-événement. Et c'est pour ça, je trouve que on s'emmerde énormément, surtout le début du film. Je trouve que on se fait chier, voilà. Et je me faisais la remarque pour le coup, et ouais, c'est dommage, c'est extrêmement dommage parce que pour le coup, il y a de vraies qualités. Je pense que j'aurais pu être mais tabassé par ce film. J'aurais pu être mais bouleversé, et vraiment en fait, c'est pas j'aurais pu, c'est j'aurais dû, parce que sincèrement, un film comme ça, qui parle de ça, enfin, de cette manière-là, si c'est bien fait, moi pour le coup, je finis en larmes, mais de A à Z, quoi, mais de A à Z. Et là, pour le coup, ça n'a pas été le cas, et je dois admettre que j'ai été très déçu. J'ai même pas pleuré devant le film. Enfin, ça peut paraître débile, mais vu ce que j'en entendais, vu ce que ça raconte, je trouve que c'est une vraie marque d'échec. Parce que j'étais pas loin à la fin, hein, mais j'ai pas pleuré devant le film. Et pour le coup, c'est peut-être bête, mais pour moi, ça montre qu'il se foire à un moment. Voilà, c'est dommage parce que moi, je m'attendais à dire que c'est un film ni fait ni à faire, qui est pas bien écrit, qui est juste un film concept, etc. et tout. C'est un film qui exploite très bien son concept, qui a une histoire qui pourrait être franchement intéressante. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce film, mais il y a beaucoup de choses sous-exploitées. Je pense au fait que l'intrigue entre Robin Wright et Tom Hanks, où en fait elle veut clairement se barrer de la maison et lui veut pas laisser parce que c'est la maison où il a grandi toute sa vie. Je trouve que celle-là, enfin, on le voit petit à petit arriver, mais je trouve que c'est pas vraiment. Enfin, c'est fait de sous-intrigues, de pistes qui sont mises comme ça sans jamais vraiment être exploitées. Et voilà, je trouve que c'est vraiment inconsistant pendant 1h15, 1h20. Je trouve que c'est inconsistant, c'est dommage parce que. En vrai, le concept fonctionne bien. Il y a pas mal de trucs bien dans ce film, ça joue bien. Enfin, je veux dire, les personnages, il y a un côté attachant. Je veux dire, il y avait la recette pour que la sauce prenne, mais ça ne prend pas. Et c'est dommage, j'essaye de comprendre aussi pourquoi, mais ça ne prend pas. Et voilà, et d'ailleurs, oui. Il y avait trop d'histoires. Franchement, les histoires annexes ne servaient à rien. Quand je dis histoires annexes, je parle des histoires avant qu'il y ait des habitations, avant que la maison soit construite. Et je parle des autres générations qui ont vécu dans la maison. Personnellement, celle de l'aviateur, je m'en tape, mais de A à Z. Celle moderne, bon, je me suis un petit peu plus rapproché et tout, ça va. Mais non, ouais, ça servait à rien concrètement. Même le truc pendant la guerre de sécession. Je crois que c'est pendant la guerre de sécession. Non,
non, c'est pas pendant la guerre. Si, je sais plus, bref. Il me semble que c'est pendant la guerre de sécession. Donc ouais, même ça, je veux dire, on s'en fout. Et c'est justement ça, c'est un truc par exemple que Hugo Story a très bien réussi à faire, pardon, de prendre un endroit et montrer à quel point le temps peut passer justement à cet endroit et à quel point le temps peut défiler, enfin que ce soit passé, présent, futur. Je trouve que ça c'est un truc que Hugo Story fait extrêmement bien et que qui non, je pense que c'est un film qui aurait vraiment être un petit peu plus condensé, je trouve, 1h30, qui aurait dû plus se concentrer vraiment sur la famille en tant que telle et justement sur tous ces moments parce que son histoire est assez puissante et ouais, ne pas essayer, enfin je sais pas, pour moi l'histoire était assez puissante et je sais pas, j'ai trouvé ça dommage, j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que pour moi c'est un film qui a énormément de potentiel, qui aurait dû me casser la gueule, qui aurait dû vraiment me toucher et ça ne l'a pas fait. Et pour le coup, voilà, je ne peux que me demander pourquoi et je ne peux que me demander ouais, pourquoi ce film est raté. Et c'est dommage, j'en suis extrêmement déçu, malheureusement, parce que pour le coup, j'avais une petite hype quand ça a commencé à prendre ce film sur les réseaux. Et en vrai, c'est juste moyen. Et c'est fortement dommage parce que pour moi, ça avait le potentiel d'être vraiment un des meilleurs films de l'année. Et franchement, si le film était réussi, me connaissant ma sensibilité, connaissant mes goûts, sur Letterboxd, il aurait pris un 4,5 si le film était réussi, mais minimum. Là, il a un 2,5, quoi. Voilà, donc c'est raté, malheureusement. Allez, on va passer à un film que je n'aurais pas été voir si Alexei, dont je parle souvent dans ce podcast, ne m'y avait pas traîné. On va passer à Finalement de Claude Lelouch. Comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul. Évidemment, Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Voilà, je ne mytho pas, c'est le synopsis littéralement du film sur Allociné. Non, c'est un film qui a été à Venise, il me semble, tout à fait, qui a été à Venise, qui est porté par Cadmerade, donc effectivement qui joue cet avocat qui a des problèmes de santé et qui va décider de tout plaquer du jour au lendemain et voilà, faire une petite balade dans toute la France, dans des campagnes françaises, j'ai envie de dire. Et voilà, bref, donc voilà, je n'en dis pas plus. Non, il y a un truc où déjà au générique j'ai fait ah j'ai fait ah oui d'accord, je n'étais pas au courant et ça m'a fait grincer des dents et je me suis dit oula, ça craint pour la suite. C'est qu'effectivement c'est Ibrahim Malouf qui a fait les musiques. Et pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, Ibrahim Malouf est accusé d'agression sexuelle. Voilà, donc pour le coup, j'avoue que quand le film commence et que j'ai vu ça, bon, tout de suite j'ai fait ça commence très très mal. Et les 20 premières minutes du film, j'avais envie de mourir sur place. Mais c'est d'un enfer. Mais d'un enfer. C'est la culture du viol fois 1000. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Il y a vraiment des vannes qui sont faites sur le viol, enfin gratuitement en fait, vraiment gratuitement. Et voilà, bref, la manière dont ça parle de viol est juste infâme. Infâme et vraiment enfin c'est fait bref, c'est fait comme une espèce, justement une espèce de fable quoi. Enfin c'est juste ce truc de il y a vraiment le niveau des blagues en fait pour vous dire un petit peu et enfin trigger warning du coup pour les personnes qui écoutent, les niveaux des blagues c'est le genre du truc mais vous enfin voilà quoi, bon vous ça vous est jamais arrivé? Oh non, j'ai jamais violé quelqu'un, mais bon, ouais, des fois, bon, faut forcer un petit peu, quoi, pour que... Enfin bref, c'est le niveau des vannes du film, et genre vraiment, je suis dans mon fauteuil, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet enfer? Et des fois, en fait, c'est bien d'aller voir des films en n'en sachant rien, parce que du coup, on est vierge de tout truc, et là, pour le coup, j'avais pas de synopsis, j'avais juste l'image de Cadmerade avec sa trompette, j'avais pas de synopsis, j'avais pas de retour, donc j'y étais, mais comme ça. Mais parfois, mais quel enfer! Quel enfer, justement, de ne rien savoir, parce que du coup... on se retrouve face à des trucs comme ça, et vraiment, mais... Enfin bref, en fait, c'est juste... Comment dire? Après, je peux pas dire que je l'ai pas que je l'ai cherché, mais que je peux être étonné de ça. C'est quand même un film qui est réalisé par un mec blanc de plus de 80 balais.
je peux pas dire que je suis forcément étonné de ça, mais enfin, en fait, pour faire son film, il avait absolument pas besoin de faire ça, même à 87 ans, tu vois. Enfin, juste, il y avait absolument pas besoin. Et puis d'ailleurs, enfin, je veux dire, c'est pas plus tard qu'il y a 3 jours, Claude Lelouch s'est excusé de propos qu'il a tenus sur CNews, de propos que je ne vais pas relayer ici parce que ça sert à rien. Bref, mais de propos extrêmement sexistes. Donc en fait, non, c'est un film qui, déjà, dès qu'il commence, on se fait waouh. Et en fait, même au-delà de ça, c'est un film qui est d'un vide, qui est d'un manque d'intérêt. Je veux dire, même en enlevant tout l'aspect sexiste, tout l'aspect honteux du film. Mais ça ne sert à rien, ce film, ça ne sert à rien. Franchement, un film qui est un petit peu dans la même vibe, mais qui est pas non plus... Enfin bref, qui est différent, mais un petit peu dans la même vibe, je dirais, c'est Tralala des frères Larieux. Tralala, déjà, je trouvais ça pas exceptionnel, mais c'était trop rigolo à regarder. Genre, franchement, Tralala, c'était fun, quoi. Voilà, c'était pas un bon film, mais on prenait du plaisir devant. Et vraiment, j'étais en mode, mais quitte à regarder un truc où un mec vagabonde en faisant de la musique, mais remettez-nous Tralala, enfin vraiment juste, enfin bref, et c'est un petit peu, il y a cette vibe à la Tralala, mais le film ne développe absolument rien. Le film ne développe rien, même le truc sur, je sais pas, pour moi c'est censé être une fable sur l'amour, etc., machin et tout. Je trouve ça tellement, mais bref, des fois on y croit, mais enfin, tellement peu quoi dans le film, et juste, franchement c'est un film où H36, vraiment tout le temps. Faut savoir que on l'a vu avec Alexei, je pense qu'on était les seules personnes de la salle qui avaient moins de 50 ans. Voilà, et pour le coup, bah, en fait, je sentais bien que le public était réceptif dans la salle. Et c'est un film fait par un mec de 87 piges pour des mecs, enfin, pas des mecs, mais pour des gens de 60 ans et plus, quoi. Voilà. Alexei dit c'est un film de la nouvelle vague, mais réalisé par un mec de 87 ans. C'est un peu ça, mais du coup, sauf que ça marche plus. Ça marche plus. Et voilà, et non, c'est terrible parce qu'il y a rien à sauver. Il y a des moments isolés qui fonctionnent, hein, qui, même en termes d'émotion, bon, bah, fonctionnent pas mal. Mais sinon, il n'y a rien à sauver dans ce film. C'est pathétique. L'écriture, les vannes sont horribles. Même le jeu, mais alors Elsa Zilberstein, si à un moment elle décide de jouer bien, vous m'appelez. Il y a même des trucs qui auraient dû me faire plaisir, je veux dire, il ramène Barbara Pravi, donc on peut se dire, bon, pourquoi pas, enfin, elle fait quelques chansons et tout, donc on peut se dire, c'est cool. Même quand Barbara Pravi chante, ça m'emmerde. Pardon, mais vraiment, même quand elle chante, alors que pour le coup, oh, bon, des fois j'aime bien, quoi. Enfin, pas des fois, mais elle a une belle voix et c'est une chanteuse qui, bon, voilà, est un petit peu parfois agréable à suivre et à entendre, mais là, c'est terrible, quoi. Vraiment, il n'y a rien. Il y a vraiment rien. Et même elle, ça marche pas. C'est terrible, voilà. Puis même, je sais pas, tout ce qu'il essaie de développer, genre propos sur la religion et tout, notamment, enfin, c'est des trucs où on se dit, mais qu'est-ce que tu essayes de nous raconter? Enfin, je sais pas. C'est un film qui essaye je sais pas vraiment. Ouais, c'est ce qu'Alexei dit, quoi. C'est exactement ça. C'est un truc qui essaie d'être un truc de la nouvelle vague, sauf qu'il est totalement hors de l'essence de ce qui fait un film de la nouvelle vague, enfin, qui est juste nul, qui est juste chiant, qui ne fonctionne pas, qui est mal joué, qui est ringard dans son écriture, qui est mais, en retard et qui a des années-lumière de son époque, et qui est honteuse, qui est juste honteuse. Et voilà, ouais, c'est pas un film que j'avais forcément prévu d'évoquer. Je pense que j'aurais plus, je sais pas, j'aurais peut-être parler d'autres choses, mais en fait ça m'a tellement scandalisé, j'ai tellement détesté ce film que voilà, je le trouve honteux, donc n'allez pas voir ce film, et ouais, faut arrêter vraiment, enfin apparemment à la fin on a hurlé de rire avec Alexei parce qu'apparemment la suite est déjà en cours, est déjà en train d'être préparée, donc bon, faudrait s'arrêter concrètement, mais je pense que bah, du coup il y aura aussi ça. Mais ouais, non, franchement, ça craint de faire des films comme ça encore en 2024, et arrêter de financer, de produire des vieux mecs blancs qui vont contribuer à maintenir et à perpétuer la culture du viol. Arrêtez ça, s'il vous plaît, par pitié, on n'en peut plus. Et voilà, enfin bref, je peux pas dire que je sois étonné de faire. Enfin, si, en vrai, je suis un peu étonné, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. C'est sûr que, voilà, comme je le dis, bon, c'est un homme blanc de 87 ans, à quoi je m'attendais, mais donc, ouais, non.
désastreux pour le coup, et voilà, je suis un peu désolé, ça me désole vraiment. Voilà. Allez, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Alors, le programme pour la fin d'année, je vous le donne tout de suite. Donc, il y aura un autre épisode pour les films de novembre, plus un film qui sort tout début décembre, mais que je vois en projection presse le 22. Donc, pour le coup, voilà, bon, je l'évoquerai dans l'épisode de novembre. Je peux vous dire ce que c'est d'ailleurs, hein, puisque bon, il y a plein d'avant-premières. Il est déjà sorti aux États-Unis, je suis pas sous embargo. C'est le film Wicked de John M. Chu, qui avait réalisé In the Heights, que j'avais adoré. Et après, peut-être qu'on parlera de films comme Hérétique, qui a l'air pas mal. Peut-être qu'on parlera de Vaiana 2, peut-être, on verra. Peut-être qu'on parlera de Enfant phare, qui peut être pas mal aussi. Enfin voilà, là pour le coup, j'ai pas du tout. Il y a Animal aussi qui arrive le 27. Enfin, le 27, c'est exceptionnel comme en termes de sortie. Il y a les Reines du Drame que j'ai toujours pas vu. Enfin bref, le 27, je pense qu'on va avoir un épisode, mais je vais peut-être vous faire un épisode très très long, hein. S'il faut parler de 5 films, je parlerai de 5 films, hein, pour le coup, mais il y a énormément de sorties qui m'intéressent le 27. Donc voilà, début décembre, limite, on peut-être faire 2 épisodes, en 2 parties l'épisode, on verra bien. Mais donc ouais, il va y avoir, je pense, beaucoup sur ceux du 27. Il y a La plus précieuse des marchandises, Vicious aussi, enfin bref, il y a du monde qui arrive. Et puis après, décembre, du 4 au 10 décembre, on a le PIF, hein, pour le coup, que je couvrirai officiellement une nouvelle fois cette année. Donc voilà, début décembre, ça va envoyer de l'épisode, voilà, compte rendu quotidien, comme à chaque fois. Je ferai pas toutes les séances parce que j'ai les cours en même temps, donc voilà. Mais je peux quand même être là, donc ça va être cool. Et donc du coup après, je pense qu'il y aura juste un épisode, en fin d'année, pour venir parler des sorties de décembre, genre il y aura Nosferatu par exemple, il y aura peut-être Planète B qui a l'air pas mal, voilà, enfin bref, il y aura pas mal de choses comme ça, on essaiera de voir. Bref, dans tous les cas, je verrai, mais voilà, c'est à peu près le programme pour la fin de l'année. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu encore une fois, et donc je vous dis dans à peu près 2 semaines pour un épisode sur les films de la deuxième partie de novembre, et surtout les films du 27, parce que pour le coup, il y a vraiment du très très lourd qui arrive, et voilà, j'espère que les films seront bien et que ça fera des beaux épisodes.